Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 4e de couverture. Études psychanalytiques. Collection dirigée par Alain Brun et Joël Bernat. La collection Études psychanalytiques veut proposer un pas de côté et non de plus, en invitant tous ceux que la praxis, théorie et pratique, poussent à écrire ce hors chapelle, hors école, dans la psychanalyse. Dernière parution. Jean-Paul Matotte, L'homme décontenancé. De l'urgence d'étendre la psychanalyse, 2019. Cléopâtre ATHANASSIOUPOPESCO. Étude du noyau narcissique primaire en psychanalyse d'enfants, 2019. Jeanne de Fontaine, Dérives perverses dans le couple et blessures d'enfance, 2019. Françoise PEYPOUDAT, Regard psychanalytique sur la formulette de tradition orale, les enjeux de la transmission, 2019. Nafissa BOUKERCHDELMOTTE, Clinique et politique de la douleur, 2019. Cléopâtre ATHANASSIOUPOPESCO, L'organisation du moi, à propos du parasitisme, 2019. Julien MAUCADE, La radicalisation ou la résurrection du père par le fanatisme, 2018. Jean-Tristan Richard, Handicap, institution et psychanalyse, 2018. Béatrice Bérard, Lydie Camus, Laurent KOELBLEN, Marie-Sara Nejadi, Dorit Perle, Christine ZIMAMOUPRIGENT, Perversion, variation sur un thème, 2018. Catherine COMBASE, Histoire de Psypha, psychanalyse et famille, 2018. Radu Klit, Du trauma à l'écriture, un point de vue sur la création littéraire de Herta Müller, 2018. Claude Nachin, Abrégé de psychanalyse, 2017. Cléopâtre ATHANASSIOUPOPESCU, L'observation d'un bébé de 0 à 2 ans dans sa famille. Commentaire psychanalytique, 2017. Dédicace. À Jean-Pierre Winter. À Alain Didier Veil, qui est parti sans savoir ce qu'il ne m'a pas transmis. À Mathieu, qui veut tout savoir. Et à Héloïse, qui veut tout faire toute seule. Préface. La question du transfert est centrale à la psychanalyse. Dans le rapport transférentiel, l'analysant se transmet quelque chose à soi-même. Le problème du transfert moins et de la psychanalyse moins est donc intrinsèquement lié, s'il n'y est pas identique, à la problématique de la transmission et de l'interprétation qui va de pair. On comprend dès lors pourquoi la psychanalyse met l'accent sur l'homme comme sujet en histoire, qui ne cesse de s'interpréter. Cette problématique, on ne peut la comprendre ni l'approfondir. Bernard Robinson ne cesse de nous le répéter dans son beau livre sur la transmission clinique, que vous tenez dans vos mains, qu'à partir d'une anthropologie clinique élargie. Il répond de cette manière à l'inspiration profonde de Jacques Schott, qui s'inspirait lui-même de Lacan, mais plus encore de l'hypode Zondi. Schott qualifiait ce dernier, non sans humour, le plus grand des méconnus et le plus méconnu des grands. Dans sa pathoanalyse de l'existence, Zondi systématise l'une des idées directrices de Freud. L'étude de la psychopathologie est la voie royale vers la compréhension de l'humain. Le système pulsionnel zondien prend son point de départ dans les grandes catégories de la psychiatrie classique qui, du coup, reçoit une signification essentiellement anthropologique. L'anthropologie ne peut vraiment faire droit à la réalité humaine que si elle puise systématiquement dans la souffrance humaine. Mais ce n'est pas seulement de la psychiatrie en tant que telle qu'il s'agit ici, comme une lecture superficielle du système zondien nous ferait peut-être croire. Pathé Matos est l'adage premier de l'anthropologie clinique élargie dont il s'agit. Le pathique enseigne, nous sommes instruits par la souffrance. Mais il y a plus. Ce n'est pas seulement la psychanalyse classique, la cure type, qui nous confronte au problème de la transmission. Robinson souligne que cela vaut aussi pour le psychodrame d'inspiration analytique, et pour l'art. Le premier offre un dispositif novateur qui enrichit le dispositif classique en s'adressant à certains types de patients réfractaires à la relation dyadique. Par ailleurs, la psychanalyse s'est tournée dès son début vers l'art pour pouvoir comprendre le problème énigmatique de la transmission. Mais Freud s'intéressait plutôt à l'art plastique et au théâtre. Suivant Jacques Lacan et surtout Alain Didier Veil dont il souligne à juste titre l'importance et l'originalité, Robinson se tourne vers la musique et plus encore vers l'improvisation dans le jazz.
La musique nous livre un matériel clinique inattendu qui permet de comprendre ce qui nous échappe dans les cures. Ce qui réunit ces différents domaines, c'est bien qu'ils constituent tous les trois un dispositif qui permet à l'homme de traverser ce qu'on a aussi appelé une transe, pour que se transmette quelque chose qui le concerne mais qui lui échappe en même temps. On voit l'ampleur et la complexité du cheminement que nous propose Bernard Robinson. La réflexion clinique et anthropologique qu'il appelle de ses vœux nous amène non seulement vers les fondements anthropologiques de la psychanalyse, mais elle nous montre en même temps que la transmission que la psychanalyse permet, et que son éthique nécessite, n'est peut-être pas son privilège. Il s'agit ici d'un message important à un moment où la psychanalyse classique vit des moments difficiles tant dans le monde universitaire, où elle est souvent disqualifiée parce que non scientifique, et dans le monde clinique où elle est dénigrée parce qu'on la juge non efficace et élitaire. L'anthropologie que développe Robinson nous oblige à penser non seulement ce qui est essentiel à la psychanalyse, la transmission de ce qui est notre extimité, mais elle montre en même temps des liens avec d'autres domaines, le psychodrame, l'art et la musique, dont les dispositifs spécifiques permettent des effets analogues. De cette manière, plusieurs frontières commencent à glisser et perdent leur évidence sans pour autant disparaître. Plus concrètement, Robinson dévoile le caractère hautement idéologique d'une opposition tranchée entre une psychanalyse soi-disant pure et ses variantes impures. La référence à l'improvisation dans le jazz est ici révélatrice et constitue l'un des axes des plus originaux du livre de Robinson. Cette référence montre bien comment l'élargissement vers l'art et l'anthropologie clinique chère à Schott nous permet de mieux comprendre l'éthique psychanalytique. La musique en général, le jazz en particulier, mime le pulsionnel. En effet, la participation et le contact qui s'y constituent sont de l'ordre pulsionnel, battements, scansions, transe, danse. La musique nous permet ainsi de transcender le monde des individus singularisés et séparés, vers le grand tout de l'univers mère qui nous porte. Pour que le soliste puisse s'y risquer, les autres, ses compagnons de route musicale, doivent renoncer à leur univers instrumental propre pour ne manifester que leur présence soutenante. En cela, il ressemble à l'analyste qui offre sa présence et son oreille pour que l'analysant puisse risquer le type de régression contrôlée sans laquelle la transmission reste impossible. L'analysant doit en effet quitter le terrain du familier et de la conscience pour atteindre ce qui est de l'ordre du pulsionnel, et qui concerne donc notre existence corporelle comme source de plaisir et donc aussi comme lieu d'interdit, d'où quelque chose doit émerger. Il y a une proximité profonde et essentielle entre l'improvisation dans le jazz et la libre association dans la psychanalyse. Tant dans le jazz que dans la psychanalyse, il s'agit de renoncer à une maîtrise défensive du moi pour que surgisse ce moment de fragilité où autre chose se laisse entendre. Tout comme le discours dans l'analyse, la musique se donne comme un lieu autre d'où s'entend ce que nous ne pouvons d'habitude entendre. Il s'agit de l'ouverture furtive à l'inconscient qu'opère aussi à sa manière le théâtre tragique auquel s'intéressaient tellement Freud et Lacan, tout comme par exemple le mot d'esprit qui nous fait rire. Celui qui improvise en jazz se situe, à l'instar de l'analysant qui se confie à ses associations dites libres en présence de l'analyste, dans ce moment fragile des apostrophes inquiétantes étrangetés, où l'autre qui le surprend vient des profondeurs de soi-même. Mais ce n'est pas seulement la musique et le transfert psychanalytique qui permettent une transmission et l'ouverture à ce qui nous échappe, tout en nous constituant. Robinson fait résonner la musique et la psychanalyse avec le psychodrame dont il est un grand spécialiste. Le psychodrame est ici mis en dialogue avec la psychanalyse et la musique, et ces dernières sont inversement élucidées à partir du psychodrame. Le psychodrame, la psychanalyse et la musique sont en quelque sorte pris dans un jeu de reflets qui permet un approfondissement et un éclaircissement des dynamiques qui y sont à l'œuvre tout en respectant les spécificités qui les séparent. C'est que le psychodrame opère un passage du singulier par un collectif. Robinson montre comment le concept de pensée scénique, qu'a introduit Ophélia Avron, permet de retrouver la dimension groupale du contact, de l'ambiance et de la participation dans laquelle l'enfance est convoquée, notamment dans les scénarios refoulés. Le dispositif groupe-jeu remplace le dispositif que crée l'indispensable silence de l'analyste. La toile de fond groupe sert de support à ce qu'émerge une demande qui sera transportée dans un jeu, travaillée et puis ramenée au groupe pour une autre élaboration. Que ce soit la musique, la psychanalyse ou le jazz,
il s'agit chaque fois d'un dispositif dont la fermeture dispose d'un espace-temps qui s'offre comme une ouverture permettant l'émergence de l'improvisation ou de l'impromptu. Mais les recherches de Robinson ne s'arrêtent pas ici pour autant. On se rappelle que la problématique de la transmission telle que la conçoit Robinson pointe vers l'élaboration d'une anthropologie clinique élargie. Une telle anthropologie est à l'écoute de la souffrance humaine qui nous instruit sur ce que nous sommes. Mais cette écoute ne se fait pas dans le vide. Même si elle n'est peut-être pas seule à avoir pris la souffrance humaine comme source majeure d'une anthropologie philosophique, la psychanalyse a radicalisé cette approche plus que n'importe quelle autre théorie. Qu'on pense ici par exemple à Merleau-Ponty. Ce dernier utilise la pathologie dans sa phénoménologie de la perception de façon négative pour décrire le soi-disant normal. En nous montrant un manque, la pathologie nous informe sur ce qui est constitutif pour l'existence humaine. Tout comme un poisson ne découvre qu'il a besoin de l'eau pour survivre que quand il n'y est plus, selon Merleau-Ponty, la psychopathologie nous apprend par la négative les dynamiques et les structures qui constituent l'homme. La psychanalyse va encore plus loin. La pathologie nous enseigne positivement sur qui nous sommes. Freud reprend et radicalise une idée qui était déjà présente chez les sexologues de son temps. La dite pathologie, qu'on pense par exemple aux perversions sexuelles, nous indique les éléments fondamentaux de la sexualité de tout un chacun. Elle montre de manière exagérée des dynamiques et des éléments qui constituent la sexualité humaine en tant que telle. Du coup, la distinction entre pathologie et normalité ne tient plus debout. La psychanalyse freudienne est une déconstruction avant la lettre de cette opposition hautement idéologique. Nous comprenons dès lors pourquoi Robinson se tourne vers des auteurs psychanalytiques qui sont restés fidèles à cette inspiration freudienne, Lacan, Zondi et Schott. Le dialogue entre ces auteurs double pour ainsi dire le dialogue entre psychanalyse, jazz et psychodrame dont j'ai déjà parlé. Les multiples formes de la clinique éclaircissent une anthropologie clinique originale, qui à son tour se réfère à tout moment à l'expérience clinique. C'est une vraie dialectique vivante qui se met ici progressivement en place. L'expérience de la souffrance humaine et la fonction des psychothérapies sont toujours situées dans l'histoire à laquelle nous participons. Il faut donc, pour comprendre cette expérience et pour rendre compte de cette fonction, les situer dans l'histoire de la société qui est la nôtre. C'est bien ce qu'entend faire Bernard Robinson. Cette réflexion historico-politique est le troisième axe, les deux autres étant l'expérience clinique, musique, psychothérapie, et la problématique d'une anthropologie clinique qui y puise moins autour duquel s'articule sa réflexion. Robinson situe la psychothérapie dans le sillage d'un mouvement lent et irrésistible, qui va vers une intériorisation du conflit à partir de son expression dans la mythologie religieuse et en passant par une forme intermédiaire, le théâtre grec. Les conflits pulsionnels qui accèdent dans ce théâtre à la scène publique sont introjectés par la suite. Au cours du XIXe siècle, les conflits moraux dont parlait déjà le théâtre grec sont intériorisés de sorte que le sujet est dorénavant requis pour assumer son histoire à lui, et plus seulement l'histoire collective. Ne peut-on pas considérer, se demande Robinson, que la subjectivité moderne, qui appelle l'apparition des psychothérapies, est l'accentuation d'une introjection ? La problématique de la transmission, des dispositifs qui la rendent possible et de l'anthropologie clinique qui y correspond sont finalement situés dans et compris à partir d'une pensée historico-politique qui la met en perspective. Bernard Robinson montre de cette manière non seulement comment la psychanalyse reste en der Zeit, mais aussi et surtout comment une réflexion approfondie sur la psychothérapie comme problème anthropologique nous oblige à inventer un type de scientificité qui respecte les particularités de son objet. Vous voyez l'ampleur et l'ambition du livre que vous avez dans vos mains. Il donne à penser. Philippe Vanneau, psychanalyste, École belge de psychanalyse. Professeur d'anthropologie philosophique Université Radboud, Nijmegen, Pays-Bas. Table des matières. Préface. Chapitre 1 - Prolégomène, psychanalyse et psychodrame entre ART et science. 1. La psychanalyse est-elle scientifique ? 2. Psychanalyse appliquée ? 3. Que joue-t-on en psychodrame 2 ? 3.1 Le on, de la personnation. 3.2 Le on du fantasme. 4. Les formations de l'inconscient.
Chapitre 2 - L'amour, l'enfant. 1. Naissance du psychodrame 6. 1.1 Jalon de l'histoire. 1.2 Échecs et erreurs de Moreno. 1.3 Que reste-t-il des concepts de Moreno? 2. Le jeu, l'amour, l'enfant, l'immarcessible du psychodrame. 2.1 Le psychodrame sur le modèle de la passion amoureuse. 2.2 Le groupe et l'amour. 2.3 Passage du singulier par le collectif dans le psychodrame. 3. Amour et filiation. 4. Amour et filiation dans le champ social et politique. Chapitre 3 - Le corps, la pulsion. 1. Corps, groupe et psychodrame. 1.1 Débroussaillage philosophique. 1.2 Les états du corps ou le corps dans tous ses états 62. 1.3 Conclusion. 2. Jazz et psychanalyse, insistance et sourde oreille 70. 2.1 Le moment fragile. 2.2 L'inquiétante étrangeté. 2.3 L'improvisation. 2.4 La transmission. Chapitre 4 - En finir avec la mère. 1. L'économie de l'objet, de la fascination à l'épouvante. 1.1 Clinique du complexe d'Oedipe. 1.2 Différents niveaux d'économie psychique. 1.3 La question de l'objet et de l'érotisation. 2. En finir avec la mère. 2.1 Le maternel est un fait anthropologique. 2.2 Clinique du désir d'enfant. 2.3 Le sec et l'humide. 2.4 Mère oedipienne et mère des origines. Chapitre 5 - Transmettre, la psychothérapie comme espace social de transmission. 1. Déclin de la fonction paternelle. 2. Évolution et fonction des psychothérapies. 3. Comment se transmet la psychothérapie, version psychanalyse, version psychodrame. 4. Transmettre. 5. Psychodrame, paranoïa et hystérie. 5.1 Anthropologie de la participation. 5.2 Aspect sociologique de l'âme collective. 6. Le transfert et le jeu comme dispositif de passe, dans la transmission psychothérapeutique. 6.1 Le psychodrame permet qu'on se transmette à soi-même. 6.2 L'abandonnement du moi. 6.3 Les dispositifs psychanalytiques. 6.4 Line dit pensable silence de l'analyste. 6.5 Psychanalyse, théâtre et cinéma. Chapitre 6 Last but not least, psychanalyse et précarité. Bibliographie. Chapitre 1 - Prolégomène, psychanalyse et psychodrame entre ART et science. 1. La psychanalyse est-elle scientifique? On reproche souvent à la psychanalyse de ne pas être scientifique. Comme si depuis que la psychologie objective cognitivo-comportementale s'était approprié l'appellation contrôlée de psychologie scientifique, les autres disciplines psychologiques n'avaient qu'à bien se tenir. Le principe des sciences positives est de se donner un objet. En psychologie, l'homme devient ainsi l'objet d'une science, d'une vraie science, dit-on. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela implique? Qu'il faut réduire l'objet aux exigences de la méthode. Ce qui est sacro-saint ici, c'est la méthode expérimentale. On objective, on mesure, on compare, on valide, on généralise. La question est de savoir si l'homme ainsi réduit à ses exigences est encore bien l'homme, est encore bien le même homme que celui dont nous parlent toutes les sciences de l'homme et la littérature et le cinéma. L'homme dans toute sa complexité, dans son mystère, dans son opacité, à la fois toujours le même et inattendu, surprenant dans ses créations, ses débordements, dans ses extases, ses conflits et ses souffrances. L'homme éternel qui ne cesse de se réinventer lui-même. Ce que la psychanalyse décide de prendre en compte, en deçà de cette réduction à un objet de science, c'est le fait que l'homme est aussi sujet. Toute l'œuvre freudienne conduit à cette idée qui fonde une clinique particulière. L'homme est une histoire singulière, dont les soubassements archaïques le déterminent et lui échappent, tout en l'inscrivant dans un univers qui lui est spécifique et qu'il partage nécessairement avec son entourage, et donc nécessairement avec celui qui se met en position de l'écouter, c'est le langage et la parole. Le langage parce qu'il n'y a rien de son monde qui ne puisse être nommé, et que tout ce qui est nommé peut encore l'être autrement. Le monde de l'humain est à dire à l'infini.
C'est là que la psychanalyse fait lien avec la littérature et le cinéma, autre production spécifiquement humaine. La parole, parce que depuis sa dépendance première l'être humain n'a de cesse de s'adresser à d'autres pour recevoir d'eux quelque chose qui le concerne. Amour, reconnaissance, honneur, consolation, humiliation. Et de cela, nous pouvons être malades. C'est ce que Freud découvre quand il découvre les névroses et invente la méthode psychanalytique. C'est ce que Lacan a poursuivi en élargissant les avancées vers les sciences humaines de son temps. Linguistique, anthropologie, histoire, philosophie. C'est dire que la psychanalyse choisit la part de l'homme qui appelle une interprétation. Au-delà d'autres facteurs, sans doute communs aux différentes psychothérapies, l'interprétation est une scansion majeure en psychanalyse. Elle est située dans l'ensemble théorique et technique de la méthode, et y prend une signification spécifique, relative à la théorie de l'inconscient et de la cure, chaque psychanalyste y recourant à sa manière. Plus largement, l'interprétation s'inscrit dans le fait anthropologique que l'homme est de langage, et pour le psychanalyste que l'inconscient est structuré comme le langage. C'est cette spécificité de l'inconscient freudien, affirmée et théorisée par Lacan, qui fonde la validité de l'interprétation en psychanalyse. Cependant, ceux qui décident de ne pas prendre en compte l'inconscient s'inscrivent quand même avec leurs patients dans l'univers du langage et de la parole, et n'échappent donc pas à la question de l'interprétation, les psychothérapies étant essentiellement de parole. Quand on communique avec quelqu'un, on interprète aussi. C'est inévitable. C'est la conséquence des caractéristiques du langage humain. Il est toujours à interpréter, à cause de son ambiguïté, alors que le langage animal semble plus univoque et sans ambiguïté pour les congénères. Contrairement à ce que peuvent penser, espérer, les patients, le psychologue est lui-même soumis aux mêmes lois du langage et de la parole et il comprend ce qu'il peut de ce qu'on lui dit en fonction de la façon selon laquelle il s'est engagé dans le processus de la consultation ou de la psychothérapie. Quoi qu'il fasse, quand il écoute, quand il parle, il interprète le discours du patient. La question intéressante et spécifique qu'il faut faire avancer est alors la suivante. À partir de quoi interprète-t-il ? C'est dans cette direction qu'il faudrait questionner la scientificité de la psychanalyse, en tenant compte à la fois des phénomènes de langage et de parole. La parole en effet ramène l'échange entre le psychologue et le patient à un échange de semblables. La rencontre clinique se fonde sur l'identification d'un humain par un humain. C'est donc d'abord à partir de sa proximité de semblable qu'on interprète, cette proximité pouvant se réduire aux phénomènes humains élémentaires. Elle est à la fois émotionnelle et langagière, affective et intellectuelle, esthétique et morale. La rencontre clinique se fonde aussi sur la position qu'on prend dans la relation. Je ne rencontre pas mon voisin de la même façon qu'un patient. De même, le psychanalyste interprète le discours du patient aussi à partir du rôle que lui donne son métier. Cependant ce rôle, ce choix qu'il fait d'amener le patient vers un plus grand bien, ne lui indique pas dans quelle direction doit aller le patient dans son exploration de lui-même. S'il veut éviter de projeter ses propres normes, ses valeurs, ses idéaux, ses solutions, sa conception du bonheur, etc., il faut bien qu'il se donne un cadre de référence à partir duquel il va interpréter ce qu'on lui dit. Ce cadre de référence est le problème majeur des psychothérapies et de la psychologie clinique. Il porte à la fois sur la connaissance du fonctionnement psychique et sur les processus pathologiques qui peuvent le perturber. Depuis longtemps dans les universités s'enseignent essentiellement 3 modèles majeurs. Le modèle psychanalytique ou dynamique, le modèle comportemental et cognitiviste et le modèle systémique et familial. Rien n'empêche que ces modèles se comparent, s'analysent. Il n'y a pas de raison a priori pour en déclarer un non scientifique. Mais le problème de la scientificité du cadre de référence ne résout pas l'entièreté du problème. En situation clinique concrète, comment le psychologue va-t-il utiliser ce cadre de référence ? Va-t-il simplement plaquer son cadre de référence sur le discours du patient ? Ou ce qui revient au même, faire rentrer le discours du patient dans son cadre de référence professionnel par une espèce de forçage ? C'est en effet assez facile à faire, le patient étant le plus souvent tellement influençable qu'il peut très bien accepter ces traductions de son expérience et s'en trouver provisoirement satisfait. C'est un effet de suggestion le plus souvent insuffisant. Ces abus menacent tous les praticiens, quelle que soit la légitimité du modèle utilisé.
Le psychanalyste ne se contente évidemment pas de ce plaquage tentant. Au contraire, il a appris à s'en méfier. Charge à lui donc d'interpréter à partir de son humanité et de son cadre de référence, en collant au plus près de l'expérience intime du patient tout en le poussant un peu plus loin, suffisamment loin pour que celui-ci modifie lui-même son expérience des symptômes, du problème ou de la maladie et trouve un nouvel équilibre dont il peut se satisfaire. Il est quand même, en dernier recours, le protagoniste principal. C'est dans cette incertitude de la pratique psychologique que le psychanalyste décide de se mouvoir et d'assumer les effets inattendus de ce qui se passe dans les séances. Sa formation l'y aura préparé, à condition qu'elle repose sur une formation personnelle et un cursus de supervision où il mesurera lui-même les limites de ses compétences. Dans cette perspective, la psychanalyse est aussi un art. Il est donc clair que le psychanalyste renonce délibérément à l'objectivité scientifique des sciences positives et expérimentales. Ce renoncement est le prix qu'il paye pour coller au plus près de l'expérience humaine la plus spécifique, celle qui tient compte des phénomènes de langage et de parole, c'est-à-dire celle qui tient compte de la subjectivité et de l'intersubjectivité dans la rencontre. Il accepte donc de s'aventurer dans ce mystère et cette opacité qui fait frémir le scientifique chevronné. C'est sans doute la raison pour laquelle la formation des psychanalystes est aussi longue et ne se définit pas seulement par un curriculum académique, mais par un trajet personnel, toujours aléatoire. C'est sans doute aussi la raison pour laquelle les psychanalystes passent autant de temps à l'élaboration théorique commune de leur clinique. Sans doute, comme différents auteurs l'ont proposé, la possibilité de contradiction de la théorie est à chercher dans l'originalité de chaque cure. Chaque patient dans son discours singulier viendrait contredire la théorie déjà élaborée. Par ailleurs, le fait que le psychanalyste dans son geste et dans son attitude renonce à l'objectivité n'est-il pas en même temps ce qui lui permet de pouvoir dialoguer plus aisément que d'autres disciplines scientifiques avec les arts, la littérature, le cinéma, la philosophie, là où l'homme n'est pas nécessairement formaté mais mis en scène pour ce qu'il est, un sujet. 2. Psychanalyse appliquée ? Le psychanalyste peut-il témoigner de ce qu'il apprend dans les cures qu'il mène ? Peut-il faire de ce savoir transmis un outil qui lui permette de comprendre d'autres phénomènes humains, culturels, artistiques ? Peut-il contribuer à construire un savoir sur l'homme ? Quand le psychanalyste écrit, il prend la distance nécessaire avec l'expérience de la cure. Ayant pris cette distance, il applique la psychanalyse à l'écriture et l'écriture à la psychanalyse. Cette démarche comprend une réciprocité. Écriture et psychanalyse s'expliquent. Comment la psychanalyse et l'art peuvent-ils s'expliquer ? Là aussi le problème commence dans la distance que prend le psychanalyste par rapport à la cure, et plus précisément par rapport à l'éthique de la cure. En s'occupant de l'art, des œuvres d'art, le psychanalyste prend des distances par rapport au sujet parlant, il prend distance par rapport à l'acte de parole. Dans la cure, nous nous intéressons à l'énigme de la parole d'un sujet à venir, sujet qui s'adresse à un autre. On peut dire que cet autre, le psychanalyste, est aussi à venir, non encore venu comme psychanalyste. Il suspend sa parole et se restreint, se réduit le plus souvent au sujet qui écoute. Parler est un acte créateur. Écouter, entendre en est un autre. Quand le psychanalyste se met à parler ou à écrire à propos de l'art, il quitte cette position particulière de la rencontre dans la cure. Mais le psychanalyste qui parle de l'art se trouve aussi dans un rapport au savoir différent de celui dans lequel il se met dans la cure. Dans celle-ci, le rapport créateur de subjectivité n'est possible, disons-nous, que si le savoir préalable est suspendu. Le savoir du psychanalyste, quel qu'il soit, n'est pas appliqué au dire de l'analysant. Nous voulons permettre au sujet engagé dans la parole de se confronter à la question de sa vérité dans son rapport à l'autre. Ce qui nous y autorise, c'est essentiellement de nous être formés à l'ignorance de nous-mêmes. Le psychanalyste renonce à être un enseignant. Donc sur ce second aspect de l'éthique, il y a aussi un problème. Quand le psychanalyste quitte ce rapport particulier au savoir, quand il quitte cette position de non-savoir, ou plus précisément cette position de suspension d'un savoir quelconque, qu'est-ce qui lui donne une autorité pour aborder une œuvre d'art ? J'ouvre ainsi une première question à partir de la distance que prend le psychanalyste par rapport au lieu où il s'autorise. En s'éloignant de l'expérience de la cure,
Comment peut-il s'expliquer avec l'art, en gardant son rapport éthique spécifique avec la question de la parole et de la subjectivité et avec la question du savoir, de la connaissance? J'envisage une deuxième question, qui est l'inverse de la première. Il ne s'agit plus de la distance, mais de la proximité. Quand le psychanalyste est attiré par l'expérience créatrice et les œuvres d'art, qu'est-ce qui l'attire particulièrement? Très tôt dans son œuvre, cette attirance a saisi Freud lui-même. Cela lui a sauté aux yeux qu'il y a une proximité particulière entre l'expérience de la cure concernant le sujet et le savoir, et la création artistique. Cette attirance s'est d'ailleurs avérée réciproque. Un certain nombre d'artistes se sont sentis particulièrement attirés par la pensée de Freud. Comme s'il y avait une proximité particulière entre les expériences psychanalytiques et artistiques. Il faut s'interroger sur cette proximité. Freud n'est-il pas frappé qu'à propos de cette explication du sujet avec lui-même, avec l'autre, avec le réel, explication que le psychanalyste dirige dans la cure, l'artiste semble en savoir quelque chose dans le moment créateur? Comme si l'artiste et l'œuvre, l'un ne va pas sans l'autre, pouvaient enseigner le psychanalyste sur ce qu'il ne comprend pas toujours de ce qui se passe dans la cure. Le psychanalyste n'éprouve que rarement l'impulsion de se livrer à des investigations esthétiques, affirme Freud au début de L'inquiétante étrangeté, 1919. Il ne pouvait pourtant pas s'abstenir de faire des recherches sur l'art. Pourquoi? Il répond à cette question dans son article « Le Moïse de Michel-Ange » 1914, en déclarant qu'il voulait saisir pourquoi des œuvres poétiques ou les arts plastiques, plus rarement la peinture, exerçaient sur lui un fort effet. Il croyait donc pouvoir produire un savoir sur la jouissance que lui procuraient ces œuvres d'art. Mais ne faut-il pas dire le mouvement dans les deux sens? L'expérience artistique peut aider à comprendre l'expérience analytique et l'expérience analytique peut aider à comprendre l'expérience artistique? Alain Didier Weil l'exprime très bien dans son livre Les 3 temps de la loi. Il reprend l'idée dans le prologue de Lila et la lumière de Vermeer, la psychanalyse à l'école des artistes, de Noël 2003. La reconnaissance que nous avons envers l'artiste ne s'adresse-t-elle pas à sa faculté de nous faire reconnaître le point d'altérité, radicalement invisible à tout savoir, qui est fondateur de ce que nous appelons notre existence? La dette que nous avons envers lui tient à ce que, ayant su payer le prix pour nous faire accéder à l'invisible, à l'inouï, à l'immatériel, il nous rappelle que ce prix, nous avons à notre tour à le payer pour accéder à notre triple incognito. Il parle, évidemment, de tout auditeur, de tout spectateur. Mais le psychanalyste n'est-il pas particulièrement intéressé, à partir de l'expérience de la cure, par l'inouï, l'invisible et l'immatériel? Comment aborder alors la question de l'énigme ou de la vérité d'une œuvre d'art sans exporter tel quel notre savoir supposé en dehors de la cure, sans réduire l'œuvre à nos prémices aux seules fins de justifier la théorie? C'est la question ouverte de la psychanalyse appliquée. Je n'ai pas la réponse, en tout cas pas positivement. Par contre, négativement, je pense qu'on peut deviner ce qu'il ne faut pas faire. L'helléniste Jean-Pierre Vernant a dénoncé justement cette application sauvage de la psychanalyse à l'œuvre littéraire, ici particulièrement la tragédie grecque. Dans son Oedipe sans complexe, il refuse les avancées impérialistes de certains textes d'Anzieu. Si armé des seules lumières de la psychanalyse, Didier Anzieu peut s'aventurer sur le terrain de l'Antiquité classique et y découvrir ce que les spécialistes continuent de ne pas y voir. Ne faut-il pas examiner la valeur de cette clé universelle oedipienne dont le psychanalyste détient le secret, et qui lui permet de déchiffrer sans autre préparation toutes les œuvres humaines? Cette clé ouvre-t-elle les portes de l'univers spirituel des Grecs? Ou fausse-t-elle les serrures? Il est vrai qu'André Green a répondu dans son livre Un œil en trop à l'impérialisme de la psychologie historique de Vernant. Au-delà de cela, je vois 2 rapports possibles entre la psychanalyse et l'œuvre créée, 2 versants de la même démarche. D'abord, le psychanalyste s'est laissé séduire par l'œuvre. À partir de là, il peut peut-être faire entendre dans l'œuvre ou la vie du créateur la parole muette, celle qui témoigne dans le détail insignifiant de ce qui s'y manifeste de l'autre. Mais à ce titre, le fil de l'interprétation psychanalytique s'ajoute aux autres lectures possibles, et doit se tisser avec elle, l'œuvre accomplissant ainsi singulièrement son effet esthétique. L'œuvre précède toujours l'analyse qu'on en fait. Elle se suffit à elle-même dans son explication, mais pas dans son effet,
le lecteur et l'analyste ne faisant qu'en déployer les ressorts de beauté. En tant qu'œuvre, son mystère reste entier, aucune explication ne venant l'achever. Toute explication risquerait au contraire de l'achever. Ensuite, l'œuvre et l'acte créateur qui la produit peuvent être pour le psychanalyste un éclairage nouveau de la théorie elle-même. En effet, l'inconscient est à l'œuvre aussi dans l'acte créateur, comme dans le rêve et le mot d'esprit. Le poète a pensé et a dit avant nous, l'énigme de l'âme humaine. Les connivences et les complicités entre l'inconscient et l'art ont été relevées très tôt par des artistes eux-mêmes, surtout des écrivains et des poètes. Freud, quant à lui, n'a cessé d'enrichir ses réflexions sur les formations de l'inconscient en s'inspirant d'œuvres d'art, peinture, sculpture, littérature. Le travail de création, l'acte créateur sont sans conteste un travail de l'inconscient, au même titre que le rêve, le symptôme, la foule, le jeu et le mot d'esprit. Dans l'œuvre, avec l'œuvre, nous nous connectons éventuellement avec d'autres ou par d'autres, avec les désirs les plus profonds, les pulsions les plus originaires, ce monde qui nous échappe, que nous partageons parfois de façon dionysiaque. Le schéma pulsionnel de Zondi, repris et développé à Louvain par Jacques Schott et ses successeurs, permet de penser plus avant ces connivences en distinguant la musique, les arts formels, peinture, sculpture, photo, les arts littéraires, de récit ou de théâtre et la danse. Ils nous mettent en contact avec l'inouï, l'invisible, l'immatériel. On peut s'interroger sur cette connivence, sur cet accord secret. Accord secret parce qu'il s'agit évidemment de surgissements qui contournent le refoulement, comme dans le rêve, le lapsus ou le mot d'esprit. Dans l'art et le pouvoir du fond, Maldinet renchérissait lui aussi après Freud. Dans les langues germaniques, Arkunst signifie pouvoir, können. Son être est un pouvoir-être. Ce pouvoir-être se fait jour dans le sentir, plus précisément dans le moment du ressentir, à même lequel il fraye une direction de sens, Bedeutungsrichtung, qui ouvre l'horizon sous lequel a lieu, au lieu même de l'œuvre, une communication originaire avec l'être de l'étang. Nous ferions ainsi de l'inouï, de l'invisible, et de l'immatériel du pouvoir-être. L'approche psychanalytique permet de jeter un éclairage nouveau sur le versant contemplatif de l'expérience esthétique, en dissipant en partie le mystère, dit Freud. Dans la contemplation esthétique, l'effet passe par une perception, principalement visuelle, qui retient le spectateur. Celui-ci s'absorbe dans la vue de l'objet beau, et cette captation du regard s'accompagne d'un affect de plaisir. Par son intensité et sa violence, l'expérience de la contemplation esthétique dépasse le simple plaisir. Freud évoque sa confrontation avec la statue en marbre de Michel-Ange représentant Moïse. Jamais aucune sculpture ne m'a fait impression plus puissante, reconnaît-il dans le Moïse de Michel-Ange. Face à cette silencieuse puissance de la sculpture, Freud se sent violemment empoigné. En même temps, le choc suscité par l'œuvre entraîne un véritable désarroi de l'intelligence, comme si ce désemparement était un effet paradoxal d'un tel choc. Je ne puis savoir pourquoi je suis ému, ni ce qui m'étreint. Je ne puis savoir, est-ce là le ressort de l'art ? On touche à l'inconscient ou l'inconscient nous touche, mais on n'en sait rien, comme dans le mot d'esprit ou le rêve. M'est venue alors l'idée de compléter la formule d'Alain Didier-Weil, pour la rendre plus ondienne. Il disait donc : l'artiste nous fait accéder à l'inouï, à l'invisible et à l'immatériel. Je lui ai demandé s'il visait spécifiquement 3 formes d'art. La réponse était claire, la musique, les arts formels, peinture, sculpture et la danse. ADW fonctionne en triade. Comme ma pensée s'était construite aussi dans l'entourage de Schott et de Zondi, j'ai cherché le 4e terme. Il m'a paru vite que l'inouï et la musique pouvaient être dans un certain rapport avec le vecteur du contact, C, l'invisible et la peinture avec le vecteur sexuel, S. Ce qu'il disait de la danse et de l'immatériel correspondait à mon sens aux particularités du vecteur du moi, SCH. Il restait donc la paroxysmalité, P. Quelle connivence peut-elle avoir avec certaines formes d'art ? Mes réflexions sur une fondation théorique du psychodrame, 1998, m'avaient amené à penser le récit et la tragédie avec les catégories phénoménologiques d'Emile Steiger, le lyrique, l'épique et le dramatique. À mon sens, le tragique et le dramatique étaient sans équivoque en rapport avec le vecteur P, et donc aussi toute la série des arts de récit, de mise en scène, d'histoire racontée, de parole et d'écriture, c'est-à-dire de représentation. Le théâtre et le cinéma complétaient la série des arts de tension dramatique. Du même coup, je complétais la triade d'ADW par un 4e terme,
l'irreprésentable, l'inimaginable, termes parfaitement compatibles avec la théorie freudienne. L'intuition d'Alain Didier Weil se transformait donc ainsi. La reconnaissance que nous avons envers l'artiste s'adresse à sa faculté de nous faire reconnaître le point d'altérité, radicalement inaccessible à tout savoir, qui est fondateur de ce que nous appelons notre existence. La dette que nous avons envers lui tient à ce que, ayant su payer le prix pour nous faire accéder à l'invisible, à l'inouï, à l'immatériel, et à l'inimaginable, il nous rappelle que ce prix, nous avons à notre tour à le payer pour accéder à notre quadruple incognito. Ce qui revient à dire que les œuvres d'art ne nous laissent pas indemnes. Si on transforme la citation en la rapportant au schéma pulsionnel, version louvaniste, en y incluant l'émotion freudienne, cela donne ceci: l'artiste et l'œuvre. Nous font violemment entendre par vibration arrangée l'inouï et l'énigme du plaisir et du déplaisir, le silence et le rythme des allées et venues, les aléas de l'ambiance, l'accrochage et le décrochage, la fusion et la rupture, les rythmes corporels. Nous font abruptement découvrir l'invisible du désir et de l'autre, de la forme de notre corps et de la distance qui nous sépare. Nous font imaginer subrepticement l'inimaginable de la loi et de sa transgression, le meurtre et l'inceste, où les fondements de la société sont menacés. Nous font sentir dans notre corps l'immatérialité de notre être, de notre puissance d'être, de notre impuissance, légèreté et lourdeur du corps, gonflement et dégonflement du moi. Dans l'œuvre d'art, l'inconscient se trouve dompté et assimilé, littéralement informé, c'est-à-dire ayant reçu une forme. La mise en forme de l'inconscient n'est pas le développement de l'inconscience. Faut-il dire que l'artiste s'abandonne au chaos ou au contraire qu'il essaie par la création de lui échapper? Il est passeur en tout cas. J'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges. Dit Rimbaud dans Une saison en enfer, 1873. 3. Que joue-t-on en psychodrame? Le rapport à l'œuvre d'art constitue comme une sorte d'espace intermédiaire, espace-temps d'illusion où réalité interne et objet externe se côtoient sans ne s'opposer ni s'annuler. L'illusion, en tant qu'elle inclut d'emblée la désillusion en tenant compte du principe de réalité, rend alors possible le lien entre ce qui s'est retrouvé séparé, l'individu et son environnement. L'œuvre d'art peut être considérée ainsi comme objet transitionnel dans le sens où le développe Philippe Lequeuch dans Ère transitionnelle et psychopathologie. Un objet qui n'est pas un objet, mais qui l'est quand même. L'objet, dit-il, représente la transition, le passage. L'objet transitionnel doit pouvoir rester en fonction pour qu'on puisse faire l'expérience de la perte, du deuil, de la séparation. Le alt object, continue Lequeuch pour ramener les choses du côté zondien, précède l'objet transitionnel. C'est un objet de tenue, objet d'accrochage. La fonction du alt object est de réaliser ou de maintenir le « un », alors que l'objet transitionnel mène déjà à la dualité. La psychanalyse opère sur cet espace d'illusion. Dans sa version psychodramatique sont convoquées une aire de groupe, une aire de jeu, des acteurs, des spectateurs. Mais pour que cela fonctionne comme espace transitionnel encore faut-il savoir comment on s'y prend. Au-delà de l'appel au jeu, à la spontanéité, à la liberté d'association et de parole, à la rencontre et à l'ouverture vers l'inconscient, le metteur en scène choisit un protagoniste et finalement propose un jeu. Par quel méandre de son écoute flottante, de son attention à la diversité des phénomènes de parole et d'expression, des réminiscences des entretiens préliminaires où chacun a déposé l'essentiel de sa demande, se dirige sa pensée et sa décision? Et plus largement, quelle est son éthique du jeu? Qu'est-ce qui lui paraît jouable ou non jouable? S'engage dans ces questions une représentation du psychodrame, un projet, des objectifs, des idéaux, des valeurs, une théorie en mouvement, parfois des dogmes, des interdits, des croyances, des tabous. Ouvrons la question et faisons-la rebondir sur la clinique, que joue-t-on? En psychodrame, que joue-t-on? La première réponse qui vient spontanément est « En psychodrame tout peut être joué ». C'est presque définitoire du psychodrame lui-même. Moreno, et à sa suite les psychodramatistes humanistes ont insisté sur cette ouverture, tout peut être joué. Le jeu ouvre un espace de possible et de représentable que le réel social ne permet pas. Il se passe là des choses qui ne se passent pas ailleurs. J'ai indiqué que c'était la définition même de l'espace sacré,
opposé au profane, le lieu même de nos rencontres avec l'inouï, l'inaudible, l'immatériel, l'inconcevable, en un mot l'inconscient. Tout peut être joué, mis en scène. Cette réponse est typiquement morénienne. Je ne renie pas cet héritage morénien auquel me rattache ma filiation psychodramatique, qui passe par l'American International Foundation, la Verveine, le CEFRAP, la CET, le CFIP, le CDGAI et finalement le CERP. Tout peut être joué de la même façon qu'il n'y a pas de limite au dire associatif. Il n'y a pas de limite dans les choses à dire. Tout peut être dit. J'accepte et revendique l'ambiguïté de la formule. Non seulement toute chose peut être reprise dans un dire. Il est possible de dire l'entièreté des choses à dire. Le dire est un travail d'humanisation qui est sans limite. Dans ce premier sens, tout peut être joué, représenté, mis en scène. A priori, rien ne peut résister à la puissance de l'imaginaire, de la représentation, du langage. Mais aussi, dans un deuxième sens, il est possible d'imaginer qu'il n'y ait plus de contrainte au dire. Il est possible de lever, de contourner les obstacles qui empêchent le dire, qui le contraignent ou le restreignent. Il n'y a pas d'interdit a priori pour le représentable, le jouable. Il n'y a que deux sortes d'interdits. D'abord les interdits de la convention sociale. C'est la raison pour laquelle le jeu se situe en dehors, dans un espace approprié. Ensuite, ce sont les interdits que nous nous mettons nous-mêmes. Le dispositif du groupe et du jeu, avec leurs artifices, est là pour nous autoriser à tout jouer. Abandonnons-nous au dire qui vient, à la liberté d'association, renonçons à le contraindre, à le restreindre, créons une ouverture vers une autre scène. Évidemment, ce qui peut venir dans un groupe enserré dans un cercle qui annonce une espèce d'unité, est tout autre chose que ce qui peut venir lorsqu'on est couché sur un divan sans voir personne. C'est justement cela l'intérêt. Les deux sens de tout peut être joué, jouent sur l'ambiguïté du permis et du possible. Tout peut être joué puisque c'est une fiction, puisque cela n'est pas vrai, puisque c'est du semblant, puisque c'est du jeu. J'allais dire, puisque c'est une blague, me rappelant que le statut du jeu est proche de celui de la blague dans leur rapport avec l'inconscient. Justement. Glissons du jeu au rire. Peut-on rire de tout ? On connaît la réponse de Freud. Cela dépend du contexte social dans lequel on se trouve. On ne rigole pas des religieuses dans un couvent ou du handicap chez des parents d'enfants handicapés. Cependant le rire apporte ici sa justification, rions de tout, cela permettra d'en moins souffrir. Le jeu, tous les psychodramatistes le savent, permet ce décalage par rapport au récit, à l'événement, qui laisse surgir de façon inattendue un mot, un geste, une mimique, une émotion, un souvenir qui viennent donner à la scène ce surplus de réalité qui fascina tellement Moreno. Le contexte du psychodrame a été créé pour permettre ces décalages. Ici, entre nous, non seulement on peut tout dire, mais on peut représenter n'importe quoi. La représentation a une puissance d'évocation bien différente de celle du langage. Elle permet une telle intensité de présence, une telle condensation, une telle immédiateté, que le souvenir lui-même va subir les transformations de cette machinerie d'actualisation fictive. Et donc pourquoi pas aussi des scènes qui n'ont jamais existé que dans l'imaginaire, des désirs insatisfaits, des rêves non réalisés. Non qu'on pense les réaliser en jeu, mais le jeu peut les faire éclater au grand jour des désirs impossibles, des conflits cachés, des refoulements inouïs. La moulinette du groupe et du jeu. Comme dans le mot d'esprit, la puissance du jeu dépend du contexte dans lequel on l'insère. La thématique du groupe, la mise en scène, les renversements de rôle et les doublages, la ponctuation de la fin du jeu, les échos des acteurs et des spectateurs, l'observation et la perlaboration du protagoniste et du groupe, tout cela va permettre des apostrophes interpréter la scène et le jeu et de les relancer vers d'autres possibles et impossibles. Beaucoup de psychodramatistes ont cru bon de ne jouer que des scènes imaginées. Il est vrai en psychodrame individuel, du peu, et s'il s'agit de jouer avec un groupe, Goldstaub, c'est en restant assis pour des raisons cliniques qu'il s'agirait de comprendre. Mettre le réel en fiction dans un groupe n'est pas accessible à tout le monde sans danger. Il faut pouvoir supporter la fiction et son paradoxe d'une affirmation aussitôt niée. Certains sujets fragiles ne peuvent supporter sans dommage cette contradiction abrupte. 3.1 Le on, de la personnation. La spécificité du psychodrame, c'est de tirer son efficacité de pouvoir jouer sur cet indéterminé de la personnation, le on,
ou, si l'on veut, de pouvoir passer d'un singulier par un collectif indéfini. Les 4 niveaux de personnation ont été articulés par Schott aux 4 problématiques fondamentales, selon le schéma zondien. Il s'agit de sortir de la normalisation, du jeu de la première personne, de sa sacralisation dans la rationalité, et de s'apercevoir que le moi joue lui-même de ses différentes possibilités de rapport à lui-même et à l'autre. Chaque facette a sans doute une fonction et donne lieu à des rapports sociaux différents. Le premier niveau, le plus archaïque, le plus élémentaire, c'est le on, ou le il indéterminé comme dans il pleut, il neige. Schott le tire du et allemand, celui de la formule freudienne wo et war, soll ich werden, là où ça a été je dois advenir. C'est une manière d'être pris dans la masse, baigné dans le milieu, fondu, confondu, ballotté au rythme des variations des stimulations internes et externes, celles de l'ambiance et de l'organisme. Le on est impersonnel. Il n'assume rien de lui-même, de son unité qui délimite un intérieur et un extérieur, de son éthique qui lui donne le droit d'exister dans un groupe, de son histoire qui lui donne des responsabilités. Le on est commode et reposant pour le moi, il n'y est pour rien. On pourrait dire que le sujet se réduit au partage des émotions, des sensations, des rythmes. Il n'y a à proprement parler personne, pas de répondant, le sujet est fondu, perdu dans la masse collective. Si on se réfère d'avance au niveau suivant, le sujet fait l'impasse, et on comprend pourquoi sur le désir érotique assumé, sur l'éthique à laquelle il se soumet et à laquelle il contribue, et à son histoire et ses responsabilités sociales. D'un point de vue psychopathologique, qui chez Zondi et Schott est toujours la source et l'horizon du développement du système de la dialectique pulsionnelle, c'est ce qui se passe dans les thymopsychopathies. Impasse sur le sujet désirant, impasse sur l'éthique et le social, impasse sur la question de la responsabilité. Comme le moi s'analyse, certains dispositifs, la foule, l'amour, l'hypnose, le jeu psychodramatique permettent de s'en remettre à ce premier niveau de l'être. En jeu de psychodrame, parfois la fiction ne suffit pas à y accéder, il faut le doublage ou le renversement de rôle, parfois seulement l'écho du groupe et l'observation. Au deuxième niveau, le il comme troisième personne. C'est le sujet dont on parle, celui qui est parlé avant d'être parlant. L'enfant est toujours en effet d'abord dans le désir, dans le langage, dans la personne de l'autre. Il est porté par la personne de l'autre, même si déjà il est une personne, au sens de Dolto, c'est-à-dire désirant. Mais comme tout désirant désidéré, il n'assume pas encore son désir, sa désir en lui, le désir l'a pris, l'autre, l'objet, l'a saisi de son désir. Comme toujours, le désir vient d'abord d'ailleurs, coup de foudre, charme. On est bien dans la dimension première de l'amour et du désir, celle de deux unités qui font couple, qui s'aiment, qui se désirent, ou qui se détestent et se haïssent. Dans l'amour et dans la haine, on est davantage l'objet des sentiments de l'autre, on est en son pouvoir. Les avatars de l'amour et de la haine ont inondé la littérature aussi bien que les journaux et le cinéma. Cette dimension de troisième personne, celui qui est parlé, se déclinera dans les jeux de psychodrame, dans tous les rôles que les protagonistes n'assument pas. C'est aussi la position des spectateurs, à distance des enjeux de désir, concernés mais sans le reconnaître immédiatement. Au troisième niveau, émerge un sujet interpellé par la loi et le groupe social. C'est la deuxième personne de la grammaire, le tu. Elle pose un sujet et un groupe de référence auquel on s'allie ou on ne s'allie pas, duquel on est admis ou refusé. On est devenu celui à qui l'on parle, à qui on s'adresse, qui doit avoir du répondant, qui doit en tout cas répondre de ses actes et de ses sentiments, qui a des comptes à rendre. C'est l'univers de la responsabilité morale et de la citoyenneté. Pour faire partie du groupe, mettez-vous en accord avec la loi. En psychodrame, c'est la position du héros protagoniste, quand il encaisse l'intrigue et les aléas des rôles et l'interpellation implicite qui lui est faite de toute cette histoire. Mais il n'a pu accéder à cette position d'être interpellé qu'à travers l'artifice du jeu de fiction, les doublages et les renversements de rôle. Parfois, il n'y est pas arrivé dans le jeu. C'est raté, il faudra reprendre par un autre bout. Le quatrième niveau, celui du jeu, première personne. Il consacre l'avènement du sujet à la responsabilité et à l'histoire, et donc aussi à la limite de la toute-puissance. Le jeu est celui qui parle, qui assume ou pas ses responsabilités, qui a du répondant social ou pas, accepte l'héritage de son histoire ou le refuse, assume ou subit l'avenir de son destin.
On voit bien que c'est le but visé par une psychothérapie d'accéder à cette responsabilité et d'en payer le prix. Freud l'a formulé en termes d'assomption de la castration et de liquidation du transfert. Le sujet je est toujours supposé. A advenir. 3.2 Le on du fantasme. En 1919, Freud écrit un article qu'il intitule Ein kind weird geschlagen. Une première traduction en français était On bat un enfant. La traduction plus tardive a été Un enfant est battu. Il s'agit d'analyser une représentation fantasmatique évoquée fréquemment en analyse. Ce qui me paraît intéressant ici, c'est la mise en scène du fantasme, chargé d'éluder la responsabilité du désir ou de l'action, voire même de l'identification. Tout est fait pour qu'on ne sache plus vraiment qui est l'enfant battu, qui est le spectateur de la scène et qui est l'auteur des coups. De la même façon, la machinerie psychodramatique met en place une élision progressive du sujet responsable, du sujet coupable, du sujet désirant. Proposer une scène imaginée est une des ressources de cette machinerie. Le moment clé du fantasme, c'est de repérer 3 personnages. Le père bat l'enfant haï par moi, un père, un enfant, moi. Ne pourrait-on pas dire, pour répondre à la question, que joue-t-on en psychodrame ? Qu'on joue toute situation évoquée par quelqu'un, mais qui est une position collective de on. On dirigera le jeu de telle sorte qu'un agent, un sujet, un protagoniste puisse passer par une position tierce. Ou aussi de telle sorte qu'une position tierce puisse être agie, parlée, repérée. D'abord, il faut passer par ce que Godet a appelé le thème dans le groupe, le discours du groupe. Pour autant que l'animation l'entende de cette oreille, le groupe finit par passer par cet aspect du on. Souvent, c'est un mouvement spontané des groupes. On pense que, on croit que, même si les animateurs de groupe ont tendance à dire parler en jeu. C'est justement là la question. Comment parler en jeu quand celui-ci est empêtré dans ses symptômes, ses contradictions, ses illusions, ses démêlés avec son désir, ses impasses, ses angoisses. Le groupe, laissé à lui-même, finit toujours par ronronner autour de quelque chose qui concerne tout le monde et personne en particulier. C'est peut-être la raison pour laquelle il faut commencer par laisser ronronner le groupe, avant de se précipiter sur un jeu ou une demande de jeu. Laissons-le ronronner pour que les sujets s'évaporent dans les dynamiques des fantasmes, dans l'imaginaire groupal, de telle sorte qu'on ne sache plus très bien de quoi on parle, ni qui parle. Une fois le protagoniste choisi, une fois la scène circonscrite, avec des acteurs, le décor, les lieux, l'ambiance, on peut toujours prendre son temps pour endormir le sujet, il faut passer au jeu, à l'indétermination du fictif. Le dispositif est tel qu'on peut dire qu'on est mis en scène en psychodrame, de façon impersonnelle, comme l'enfant est mis au monde, comme l'amour nous tombe dessus sans qu'on s'y attende, comme la mort nous interpelle et la loi nous questionne, nous les sujets interloqués par la naissance, le désir, l'interdit et la fin du monde. Comme dans Un enfant est battu, Ein kind weird geschlagen, on bat un enfant. On est dans une temporalité indéterminée, comme dans le fantasme, dans une topique psychique d'où le sujet éthique s'absente, ne fût-ce que provisoirement. Le sujet responsable se met entre parenthèses, les parenthèses du désir inconscient sans doute. On est mis en scène, évidemment d'abord par ses symptômes, puis par sa demande, mais aussi par le groupe, par l'animateur de séance, par le jeu des acteurs, par le regard des spectateurs, par l'observateur, ne fût-ce que rétroactivement. Le but de ces tours de passe-passe, c'est de se rapprocher de la logique de l'inconscient. On n'est pas très loin de l'hypnose. En effet, dans l'hypnose on ne sait plus qui parle. Dans l'inconscient, les signifiants bien qu'articulés n'impliquent aucun sujet, un savoir acéphale, dira Lacan. L'inconscient est un lieu où le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.